Alors, donc moi, je suis Samuel. Mon nom complet, c'est Samuel Vauvert Dansokho. C'est un nom de l'Afrique de l'Ouest parce que je suis originaire du Sénégal. J'ai bourlingué un peu partout et je suis arrivé au Canada, au Québec pour être plus précis, en 2012. J'ai eu un premier poste à Saint-Pierre-et-Pingué, à Québec même. Et puis, je suis venu depuis 2014 à Sherbrooke et c'est là que je suis actuellement. Je suis donc pasteur à l'Église unie Plymouth Trinity. Je suis venu parce que j'étais attiré par une chose en particulier, c'est que c'était une communauté anglophone vieillissante qui cherchait une ouverture vers les francophones parce qu'ils se rendaient compte que s'ils devaient survivre, le seul moyen vraiment de survivre, c'est d'augmenter leur nombre en s'agrandissant et en se tournant vers les francophones. Ce qui était intéressant, mais peut-être plus facile à dire que vraiment à vivre. Alors, au début, les gens étaient très, très ouverts, très, très enthousiastes, parce que c'est une communauté faite de personnes d'un certain âge qui n'avaient pas vraiment de prospective vers l'avenir. Et quand je suis arrivé, on me l'a dit et on me l'a répété plusieurs fois au début de mon séjour. Je vais le dire en anglais parce qu'ils étaient anglophones, ils me l'ont dit en anglais. Ils m'ont dit, Samuel, we will run out of people before we run out of money. Donc, l'argent semblait en abondance et tout. Et ce qu'ils craignaient vraiment, c'est de mourir physiquement et qu'il n'y ait plus de membres. Ça, c'était en 2014. On va vite, 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 vite et on arrive à 2020. On existe toujours. Et le problème maintenant, c'est le problème d'argent. Est-ce qu'on a assez d'argent pour survivre et d'autres choses? Alors, il y a des contradictions comme ça qui sont intéressantes à vivre. Mais pour revenir au projet du départ, comment, à partir d'une communauté anglophone, s'ouvrir au monde francophone et s'agrandir? C'est vraiment la question pratique qui demande une certaine connaissance du contexte. Stéphane y a fait un peu allusion tout à l'heure. Nous sommes au Québec et ça, c'est important. Nous sommes au Québec où la majorité de la population, peut-être maintenant 90%, 85%, parle français, où le français est, entre guillemets, la langue officielle. Ou pour tout ce qui touche le religieux, donc pour ces 85, 90%, c'est l'Église catholique. L'Église catholique romaine qui a été perçue et qui est perçue encore maintenant comme un facteur d'oppression. Il faut connaître l'histoire du Québec, ça c'est important, hein? Parce que pendant longtemps, l'Église catholique romaine s'était alliée aux politiques et était perçue comme vraiment un objet d'oppression. Il forçait les gens à enfanter comme des animaux, excusez-moi le terme, parce que c'est ça. Il paraît que certains prêtres faisaient le tour des familles et allaient vérifier si une telle femme a eu un enfant depuis 1 an, depuis 2 ans. Et alors, vous voyez jusqu'où c'était perçu. Alors, il y a un sentiment du rejet de tout ce qui est religieux à cause de cela, de cette perception. Ce qui fait que
l'Église unie du Canada, en principe, a une très belle carte à jouer au milieu de ces personnes, parce que notre approche est tout à fait différente. Nous avons une théologie de la vie. Pour nous, il n'y a rien de mauvais dans le sexe. Nous sommes pour les droits de la personne humaine, les droits d'une femme à contrôler son propre corps. Des choses comme cela, le droit d'être qui on est, quelle que soit son orientation sexuelle, ce qui est un message qui est renversant aux gens qui avaient des idées présupposées de ce que c'est que le religieux. L'autre côté qui caractérise aussi le Québec par rapport à l'Église unie du Canada, et c'est important à tenir en compte, c'est un double phénomène de minorité. Je vais essayer de m'expliquer et Stéphane peut m'aider tout à l'heure si je ne suis pas assez clair. Au niveau de l'Église unie du Canada, en général, nous sommes anglophones. Peut-être à quoi, 95%? Donc, les francophones au sein de l'Église unie du Canada se sentent très, très, très minoritaires et sont dans une position de grande minorité. De l'autre côté, et ça c'est intéressant parce qu'il y a une dynamique là qui va jouer et qui est en train de s'exprimer. De l'autre côté, quand on prend le Québec, la population est à 85% à peu près francophone, ce qui fait que les anglophones qui vivent au Québec se sentent dans une situation de grande minorité. Et moi, je suis à Sherbrooke. Qui dit Sherbrooke parle des townships, de l'Estrie. Donc, dans l'Estrie, il y a une minorité anglophone qui, à un certain moment, était opulente, était beaucoup plus grande, qui voit son nombre se réduire, qui voit son pouvoir se réduire, au point que l'Église devient une sorte de refuge. Et ça, c'est important psychologiquement. Les vieux, les vieilles anglophones qui sont là considèrent que l'Église est le seul espace maintenant où ils peuvent être qui ils sont, où ils peuvent vivre leur identité. Alors oui, sans entrer dans le détail, vous voyez le clash que cela peut apporter. Au début, on est très gentil, on est très accueillant parce que chacun connaît sa place. Mais au fur et à mesure qu'on essaie d'approfondir les liens et de parler de droit, de rapport d'égal à égal, de changement nécessaire d'un côté comme de l'autre, ça devient beaucoup plus difficile. Ça devient difficile au point que j'ai entendu quelques anglophones d'un certain âge avec les larmes dans les yeux. Je pense que ces personnes étaient sincères, qui me disent que Samuel, je ne peux pas prier dans une autre langue que l'anglais. Ça m'a semblé un peu bizarre au début, mais si c'est le cas, comment tu peux faire de sorte que toi, tu continues à prier en anglais dans la langue dans laquelle tu es confortable, mais permettre à l'autre aussi de prier dans la langue où l'autre est confortable. C'est un des obstacles majeurs, une des contradictions majeures qui font que ce n'est plus la lune de miel du début. On est ensemble déjà depuis quelques années et il faut qu'on traverse ces obstacles. Je dois dire que c'est des difficultés auxquelles en partie je m'attendais et c'est des difficultés qui ne me découragent pas. En anglais aussi, on dit growing pains et je crois que c'est cela. Et les deux communautés, parce qu'il y a deux communautés de langue, ont
très clairement exprimé le désir de rester ensemble. Parce que la question s'était posée à un certain moment, est-ce qu'on fait deux communautés séparées et on se retrouve de temps en temps? C'était ma théorie de départ. On parle de faire des erreurs et puis rectifier, et puis you live and you learn, c'est ça. Donc, au début, on avait deux cultes tout à fait différents. Il y avait un service religieux en français et un service religieux en anglais, séparés. Mais ce sont les francophones eux-mêmes qui ont dit que nous avons le désir de faire vraiment une seule communauté. Alors, on va supprimer le culte en français qu'on avait et rejoindre la grande communauté pour le culte de 10h30. Donc, maintenant, on a un seul culte à 10h30. Au début aussi, c'était très, très beau. On accueille ces personnes. Mais il y a des questions concrètes qui se posent parce que ce clash des cultures, ça se voit dans la liturgie et surtout dans le chant, dans l'expression de sa foi. La plupart des francophones sont d'origine africaine. Ils sont francophones africains. La plupart sont étudiants et une grande partie aussi est faite de réfugiés, surtout du Congo. Alors, c'est dire que dans notre expression, sans généraliser, on bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus vivant et on est beaucoup plus spontané. Tant que c'est un spectacle ou une petite partie du service, on peut tolérer ça et on même applaudit, alors qu'on n'applaudit pas lorsqu'on chante en français, par exemple. Donc, ce qu'on fait quelquefois est pris pour du entertainment, mais pas vraiment un acte de religieux, de worship. Il faut qu'on dépasse ces choses-là. Il y a quelquefois des tensions qui se passent et qui révèlent peut-être des choses avec lesquelles, d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas tellement se frotter. C'est des choses aussi difficiles qu'une certaine forme de racisme, on peut le dire. Le racisme systémique, ce n'est pas seulement dans le gouvernement avec la police. Elle a quelquefois des formes très, 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 très subtiles qui se cachent sous une apparente gentillesse et puis quelque chose de très, très superficiel. Mais lorsqu'on va aller lorsqu'on va aller un peu plus profondément, ça fait mal. On s'est courageusement mis dans l'étude de, c'est pas white supremacy, c'est pas white fragility, c'est, quel est d'autres termes? Où on invite la communauté d'origine européenne à s'identifier et puis à se poser des questions. Et là, c'était une démarche où on voulait qu'ils le fassent séparément et puis un autre moment viendra où on peut le faire ensemble. Je le dis parce que les gens étaient choqués que moi, pasteur, leur pasteur, parce que je ne suis pas colorblind. Je dis que moi, je suis quand même africain, je suis d'origine africaine. Pour certaines choses, il faut que vous fassiez votre propre démarche. Alors, on a fait une séance de cela. C'était assez difficile, mais on a quand même le courage de continuer. Donc, ça, c'était une des choses qu'on va faire pour l'avenir. De l'autre côté, la communauté africaine, dans son ensemble, pour certains de ces éléments, au début, est très homophobique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ils ne comprennent pas, pour plusieurs raisons, que l'Église unie du Canada ne montre pas du doigt que des gens qui ne sont pas de leur propre orientation sexuelle ne sont pas pécheurs. Ils voudraient culpabiliser les gens, leur dire qu'ils peuvent se repentir, qu'ils peuvent changer et que leur manière d'être n'est pas bonne. Et au début, il y a des clashs. Il y a des Africains qui sont venus, qui sont partis parce que ça les choquait qu'en tant que chrétiens soient ouverts comme ça.
Mais le secret, c'est de tenir le contact avec eux. Si on arrive à maintenir le contact, après quelques mois, ils réalisent, ils réalisent que c'est des personnes comme nous autres, des personnes qui sont dignes d'amour et de respect mutuel. Et ils reviennent et ils deviennent les avocats pour une plus grande ouverture. Alors, c'est certaines choses avec lesquelles nous sommes en train de nous débattre actuellement. Et ce n'est pas toujours problématique, mais il faut avoir le courage de s'y atteler. Maintenant, le gros problème avec lequel nous avons affaire est le bâtiment lui-même. L'Opportunité est un grand bâtiment, il est très beau et le sanctuaire a une acoustique extraordinaire. Mais le bâtiment est perçu de plus en plus par la majorité anglophone comme un poids parce que c'est une majorité vieillissante et ils disent qu'ils ne peuvent pas s'occuper du bâtiment, alors que le bâtiment peut vraiment être un atout. Alors nous sommes là, la tendance, si ça continue, c'est de trouver des acheteurs pour le bâtiment et de négocier comment on peut rester dans le bâtiment. Euh, alors, une solution finale n'a pas encore été trouvée. Nous sommes en train de voir comment on peut transformer peut-être le bâtiment pour que ce soit un outil. Parce que c'est vrai, le bâtiment en tant que tel, c'est un assemblage de pierres, encore que certaines personnes se sentent sentimentalement impliquées. Ils ne peuvent pas laisser leurs parents, leurs grands-parents sont morts et ont vécu et aussi ils voudraient être enterrés ici quand ce sera fait. Donc, il y a une attache sentimentale au bâtiment qui fait qu'on n'est pas très objectif. De l'autre côté, ça peut vraiment servir si on ouvre à la communauté, si on en fait quelque chose qui sert les groupes, les différents groupes qui nous entourent. Nous sommes là, le cheminement continue et je tiens à ce qu'on soit une communauté bilingue, même si on n'est pas entièrement là-bas, et qu'on soit une communauté interculturelle, même si pour le moment, je pense qu'on est davantage multiculturel qu'interculturel. Vous voyez les nuances. Mais ce monde doit être un monde interculturel ou bien il ne sera pas. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés nous montrent que l'avenir, c'est vraiment un avenir ensemble où il y a un respect mutuel ou bien on va se détruire en s'opposant et puis en se fractionnant les uns les autres. Voilà mon histoire, c'est là où nous en sommes pour le moment et les questions, les remarques sont bien sûr les bienvenues.